Là, oui. Donc on va voir, donc je demande à Madame Pinault de venir, donc déjà en présentation, Monsieur Abdullah, Monsieur Mouzard, bonjour, et en dernier Monsieur Préau, déjà présent. On parlait Notre-Dame, non, il arrivera en cours. Bon, c'est pas grave, donc on va démarrer tout de suite. Donc je me présente rapidement, je suis le général Serge Gary, je suis un ancien des pompiers de Paris, j'étais en charge les dernières années de mes postes auprès du préfet de police de la gestion de crise et la planification pour toute l'Île-de-France. Autant vous dire que je n'ai jamais vu des personnes du ministère de la Culture. La partie patrimoine, c'est quelque chose que je découvre. Je suis très heureux que le Bouclier Bleu m'ait invité à venir, parce que finalement, rien qu'en regardant les CV des gens qui sont venus et regardant les sigles, j'ai appris beaucoup de choses. Et je le regrette maintenant, si vous voulez, de mettre en place et de voir un petit peu l'évolution, j'espère très positive, si vous voulez, la prise en compte du patrimoine dans le cadre des crises naturelles. Il faut savoir que crise naturelle, pour nous, en Île-de-France, c'était la crue de Seine. Le seul contact que j'ai eu par rapport à la crue de Seine, j'ai eu un assistant du ministère de la Culture qui m'a dit « j'aurais besoin de milliers de personnes pour évacuer les réserves des hôpitaux ». Je lui ai répondu « vous n'en aurez aucun ». Zéro, donc à vous de vous débrouiller, prenez des contacts avec des mécos pour déménager ces réserves. Et j'étais très content de voir que depuis 2000, les grands musées prennent en compte le fait qu'ils ont des réserves dans les parties inondables qu'il faut évacuer. Et au fur et à mesure, ils ont acheté des locaux, et ils ont pris ça en compte. Voilà. Donc voilà, c'était uniquement pour vous montrer un petit peu, et ça a été évoqué plusieurs fois, cette notion entre protection civile et patrimoine. C'est assez souvent très difficile de gérer les deux, sachant que des fois les enjeux imposés par l'État et tout sont peut-être différents. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous, peut-être de jouer un peu le poil à gratter dans le domaine, mais finalement c'est un domaine que je découvre et qui me passionne. Donc nous allons démarrer par le capitaine Ariane Pinault. Alors là, même chose, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que les armées recrutaient des personnes de haut niveau pour gérer des musées, mais en plus, ils envoyaient en OPEX. Donc, vous connaissez tous le film Monument Man. Donc là, nous avons un Monument Woman en face de nous, et nous allons lui demander, si vous voulez, potentiellement, de nous présenter ce retour d'expérience dans un pays, justement, de sa position, et de voir finalement ce que les armées sont en train de faire par rapport à cette notion de prise en compte du patrimoine. Merci, mon général. Je nuancerai un petit peu cette présentation élogieuse. Mon expérience dont je vais vous faire part est vraiment autant une expérimentation. Voilà, c'est la première fois qu'un conservateur part en tant que tel sur un théâtre d'opération pour l'armée française. Donc d'abord, pour vous donner un petit peu le contexte, ici le point commun avec le sujet qui nous occupe de la résilience, thème de cette journée, je vais vous présenter ce que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre en Centrafrique, à Bangui, plus précisément, il y a pile un an, puisque je suis partie au mois de novembre l'année dernière pour rentrer au mois de février, enfin novembre 2018 pour rentrer en mars 2019. Donc il y a un an, j'étais pile en Centrafrique en train de travailler avec le musée national Boganda. Cette expérience centrafricaine est le fruit de toute une évolution et de tout un contexte que je vais vous détailler un petit peu, parce que j'imagine, comme on parle beaucoup de la résilience face aux risques, et notamment aux risques naturels, je trouve important de rappeler que l'origine du bouclier bleu s'est faite non pas sur les risques naturels, mais sur les risques dus à l'homme et dus au conflit armé. D'où cette introduction qui va peut-être être un petit peu longue sur tout ce qui montre la logique de la présence et de l'existence de conservateurs militaires sur des théâtres d'opération. Mais vous le verrez au fil de mon discours. Voilà. Donc cette conscience d'un point commun, enfin, ou d'une relation entre le patrimoine culturel et les conflits armés n'est pas récente. Vous voyez ici le premier texte qui commence à aborder ce sujet-là. En droit moderne, je passe sur l'Antiquité où il y a aussi des choses intéressantes, date de 1874. Et vous voyez qu'en moins de 40 ans, il y a toute une série de textes qui
en cherchant à organiser et à civiliser en quelque sorte les conséquences d'une guerre, d'une manière ou d'une autre, vont aborder la question de la culture et du patrimoine dans les termes de l'époque. Et pour ce qui est de la situation actuelle, évidemment, le texte fondamental, c'est celui de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, datant de 1954. Donc là, on est vraiment sur la codification et la prise de conscience de toutes les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur les biens culturels. Donc quelques rappels de ce qu'évoque cette convention. Elle parle bien de la prévention. Donc ça a été largement dit par les intervenants de ce matin, mais évidemment pour pouvoir se relever après une crise, rien ne remplace les mesures prises préventivement. Elle pose des principes comme effectivement le respect du patrimoine dans le cas de conflits armés et le marquage des monuments avec le bouclier bleu. Et cela va jusqu'à la création d'unités spéciales, donc effectivement inspirées par l'exemple des Monuments Men. Donc cette unité spécifique de l'armée américaine et britannique qui avait pour rôle de prendre en considération le patrimoine lors des opérations en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout de s'assurer que les objets qui avaient été enlevés par le mécanisme nazi puissent retrouver leur origine. Et donc évidemment le bouclier bleu. Donc, comme je vous l'ai résumé, pour les armées françaises, la protection du patrimoine dans les conflits, c'est une nécessité déjà juridique, puisque la France a dès l'origine adhéré à la Convention de La Haye, et maintenant elle est aussi signataire du deuxième protocole qui lui est plus récent, il date de 99, et la France l'a signé en 2017. Donc c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité, et on voit une évolution, quelques éléments, mais toujours une prise en compte. Donc voilà, la France déjà juridiquement s'est engagée au niveau international à prendre en compte cet aspect de la protection du patrimoine dans les opérations. Maintenant, il ne s'agit pas juste d'une déclaration d'intention qui serait prise par le monde, je dirais, strictement politique et qui serait potentiellement contradictoire ou gênant pour les militaires de terrain. Non, au contraire, on est sur un domaine qui est utile aussi, qui a une cohérence opérationnelle. Et ça, je vais le détailler en rejoignant cette idée-là avec le rôle du Centre interarmé des actions sur l'environnement, donc le CIAE, qui est un organisme de l'état-major des armées et dont la mission est de prendre en compte, de s'assurer de la bonne insertion de la présence militaire dans un pays avec la population et le monde civil qui l'environne. Donc ça peut être aussi bien la population locale que les autorités civiles, mais aussi tout l'environnement des organismes internationaux et non gouvernementaux, tous les humanitaires, les associations qui peuvent se trouver sur un secteur. Donc voilà, c'est fondamentalement cet organisme qui va s'assurer la relation entre les civils et les militaires. Une opération militaire, elle ne se fait pas hors sol, elle se fait toujours dans un endroit qui a sa propre population, sa propre vie. Donc le premier point, c'est déjà de connaître les lieux sur lesquels on va intervenir. Connaître pour savoir quels sont les points, je dirais, qui vont être encore une fois importants pour le mouvement des troupes et leur action. Mais aussi les conséquences que peuvent avoir ces mouvements.
C'est connaître, c'est aussi se connaître, c'est aussi se faire connaître. Donc pour ça, ça nécessite des relations individuelles, de prendre contact avec les gens et de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir prendre en considération leurs préoccupations et faire connaître les nôtres, celles des militaires. Et puis, pour faciliter toute cette mise en relation, il y a aussi aider, et aider, c'est dans les deux sens. C'est aider la population pour montrer de façon plus directement perceptible que quand la France envoie des troupes quelque part, c'est pas dans un but de conquête, mais c'est bien déjà parce que c'est à la demande du pays et c'est en accord avec le pays où ça se passe, et encore une fois aussi dans l'intérêt des populations locales, qui ne le voient pas nécessairement tout de suite comme ça. Parce que finalement, évidemment, une troupe qui arrive, ça crée forcément un changement qui peut provoquer une réaction de repli de la part des populations, voire une réaction de rejet, alors qu'on n'est pas là pour être en opposition avec les populations. Donc voilà, cette aide qui peut être apportée, c'est une manière d'expliquer l'objectif de la présence militaire. Donc ça passe par différents types, dont les plus connus vont être les distributions de nourriture, de livres, avec aussi des opérations, des actions d'aide médicale. Voilà, c'est différents sujets que l'on voit régulièrement dans les médias qui peuvent se faire. Donc tout ça, c'est organisé via ce centre des actions sur l'environnement. Et puis, d'autre part, on a une toute petite population au sein de l'armée de terre, on est à peine une vingtaine, qui sommes des spécialistes du patrimoine de fait, puisque nous sommes chargés des différents musées de l'armée de terre. Le deuxième opérateur, le deuxième organisme public qui possède la gestion la plus importante de patrimoine en France, c'est le ministère des Armées. Donc c'est d'abord le ministère de la Culture et tout de suite après vient le ministère des Armées. Donc il y a une richesse patrimoniale au sein du ministère qui est extrêmement importante. Et donc l'armée de terre gère une quinzaine de musées. Et à leur tête se trouvent des conservateurs, alors qui, selon les profils, selon les origines, ont suivi soit l'INP, soit viennent de l'école du Louvre. Mais en tout cas, qui ont tous suivi une formation, je dirais, classique du monde du patrimoine. Et qui sont en même temps des militaires. Donc c'est mon cas, puisque je suis maintenant capitaine, je suis au musée des transmissions qui est à côté de Rennes, et je me suis engagée après avoir suivi l'école du Louvre, et j'ai le diplôme de muséologie et puis le master 2 en métier du patrimoine. Donc voilà, c'est vraiment des profils, je dirais, civils classiques, mais qui sont aussi employés dans cet univers particulier militaire, puisque j'ai aussi reçu ma formation d'officier et je mène mes activités vraiment dans le cadre habituel des armées. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai montré que j'ai évoqué le fait que le respect du patrimoine était important opérationnellement, parce que connaître le monde civil, c'est aussi connaître les lieux qui sont importants pour les populations. Et c'est là où on rejoint cette notion de patrimoine. Et du coup, respecter les lieux patrimoniaux, c'est montrer aussi que l'on respecte la population. Donc c'est là où se retrouve cette imbrication entre l'intérêt militaire et l'intérêt au patrimoine. Et de fait, l'idée est un peu on essaye de mettre en valeur cette idée depuis quelques années, de dire que les conservateurs qui sont
les conservateurs militaires qui sont déjà un pied dans chacun des deux mondes du patrimoine et de la culture et de l'armée peuvent être d'excellents interprètes pour justement faire ce relais entre les deux univers. Voilà. Et occuper donc sur un théâtre d'opération une fonction en quelque sorte de conseiller patrimoine qui serait assez logique. Maintenant, je dirais que l'un des premiers obstacles qui se pose à cela, c'est que il y a une image un peu dépassée qui peut rester encore dans quelques esprits du conservateur qui est dans ses salles poussiéreuses et qui est plus habitué éventuellement au salon et au champagne que aux rigueurs d'un théâtre d'opération. Donc le premier défi, c'était déjà de montrer que non, un conservateur c'était pas ça, ou c'était plus ça, ou c'était pas toujours ça, et que effectivement c'était tout à fait possible et viable d'envoyer quelqu'un comme ça sur un lieu d'intervention. Et donc c'est grâce à un rapprochement que j'ai eu avec le Centre interarmé des actions sur l'environnement que cette première expérience a pu être menée. C'est-à-dire que le Centre interarmé a déjà l'habitude de projeter, donc d'envoyer en mission des gens avec des profils très différents. Et ben là, c'était l'occasion, ils ont envoyé un conservateur. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été envoyée en Centrafrique. Voilà. Donc la Centrafrique, donc j'avais un peu une double mission, à la fois la mission vraiment de liaison, c'est-à-dire d'être le point de contact pour les organismes civils et notamment humanitaires, et puis une grosse mission liée au musée national Barthélemy Boganda. Donc en quelques mots, le musée Boganda est un musée essentiellement ethnographique qui possède de belles collections de sculptures, d'objets de vie quotidienne, vanneries, arcs, flèches et autres instruments de chasse, et aussi une très importante collection de musique qui est un témoignage assez rare des musiques des populations du centre de l'Afrique. Et lors des derniers gros mouvements, dernières grosses insurrections en 2013, le musée a été attaqué et les objets ont été mis en caisse grâce à l'aide de l'UNESCO, mais de façon assez hâtive. En gros, voilà. Un peu les caisses ressemblent à ça. À l'intérieur, pas de conditionnement. Hein, c'est vraiment on prend un objet, on le met dans la caisse, on entasse et on ferme la caisse et on passe à la suivante. Voilà. Et donc depuis 2013, ces caisses n'ont pas bougé. Ce qui explique aussi l'état d'affaissement, parce que pareil, elles ont été empilées parfois un petit peu à la va-vite, et voilà. Donc un vrai enjeu déjà de sauvegarde des collections et de voir ce qui était encore récupérable. Depuis quelques années, donc l'idée avait fait son chemin déjà avant qu'on parle d'envoyer un conservateur. Le détachement français qui est encore à Bangui avait favorisé la création d'une société d'amis du musée. Donc par l'action de cette société d'amis du musée, d'importants travaux sur le bâtiment ont déjà pu être faits, révision des fermetures, la plupart des fenêtres qui étaient cassées avaient pu être changées, remise en peinture des façades, donc pour redonner déjà un petit peu de clos sur le bâtiment, mais restait encore à faire ce qui était à l'intérieur. Et voilà un petit peu une vision à l'intérieur d'une des caisses. Ça vous donne aussi un peu une idée de l'état de la collection. Donc en arrivant, j'ai pris un petit peu les besoins de la part du directeur du musée. Lui, sa première préoccupation, tout à fait logique, c'est que tous les espaces étant pris par les caisses qui avaient été mises partout dans les salles, dans les couloirs, partout, il restait
deux salles de bureau, mais ça s'arrêtait à peu près là. En fait, c'était le premier problème, c'était vraiment par où commencer et même où commencer, puisque pas d'espace disponible, pas possible d'aller à l'extérieur du musée. Bon. En réfléchissant sur quel était le projet, alors au lointain, le projet, c'est bien évidemment de pouvoir réouvrir le musée avec des collections bien présentées et tout un programme accessible pour les visiteurs. Pour pouvoir réouvrir un musée, il faut déjà savoir dans quel état sont les collections et savoir ce qui reste des collections, parce que les deux problèmes se cumulent, c'est-à-dire à la fois le problème de pillage, on ne sait pas ce qui a été pris avant que ce soit mis en caisse. Il n'est pas impossible non plus qu'il y ait des choses qui aient continué à disparaître après la mise en caisse. Le problème de quel état des pièces qui restent. Vous voyez le bord de la caisse sur la gauche qui est complètement mangé par les insectes. Un autre exemple des galeries que l'on peut voir déjà de l'extérieur. Donc il y a une vraie inquiétude sur finalement que reste-t-il à présenter. Donc à partir de là, j'ai proposé qu'on commence à mettre en place un vrai chantier des collections pour sortir les objets, les étudier et au moins les présenter, les rendre accessibles pour que une mission soit confiée à un restaurateur qui lui fera réellement une étude sanitaire de la collection beaucoup plus poussée et que les travaux de réflexion puissent avoir lieu. Donc cette proposition de chantier convenait tout à fait au directeur, et pour commencer à déplacer les objets et mettre, il souhaitait d'abord qu'on dégage la salle de documentation. Donc la salle de documentation qui est là, elle avait surtout souffert elle, d'une inondation. Tout le mobilier était inexploitable par la présence de moisissures, de déformation du bois qui faisait que les fils ne coulissaient plus, etc. Donc ça a été ainsi le premier point de coopération, ça a été la remise en état de cette salle de documentation avec les forces armées centrafricaines. Là, on a fait appel aux moyens humains militaires. Les forces armées centrafricaines ont une menuiserie qui est extrêmement efficace, qui est très très bien formée et très rigoureuse, et qui a donc pu remettre en état toute cette pièce avec le financement du détachement français. Et donc voilà, vous voyez un exemple, une partie du matériel repeint, remis en état. Fourniture de mobilier aussi, parce que c'est pareil, une salle de documentation, quand on n'a pas une table et une chaise, c'est vite difficile. Donc voilà, la réalisation d'une vraie table de consultation et d'un bureau pour la responsable de la salle. Et puis ensuite, c'est tout le travail pour refaire un inventaire de la documentation. Vous voyez un petit peu comment c'était stocké, hein, vraiment entassé. Et donc avec là, on voit l'équipe qui est au travail et qui se lance dans un premier dépoussiérage, voilà, et qui s'est poursuivi ensuite avec l'inventaire et la remise en place des ouvrages sur les rayonnages. Et parallèlement à ça, nous avons fait réaliser des étagères. Donc là, au moment où je suis partie, elles étaient encore en construction, qui serviront ensuite à disposer les objets qui sont sortis des caisses. Donc on est sur un véritable jeu de taquin. On a vidé la salle de documentation. Donc les caisses des livres ont libéré une salle du musée dans laquelle ont pu être mises d'autres caisses pour libérer un autre espace où ont été montées depuis les étagères. Et voilà, on procède comme ça, de cette manière-là. Et donc, bon, il me manque une photo. Et donc tout ça a donné lieu à la réalisation de la salle de documentation a donné lieu à une inauguration qui a été l'occasion de remobiliser les autorités centrafricaines en leur montrant, voilà, oui, c'est possible de redémarrer, c'est possible de réouvrir un musée. C'est aussi une marque de fin de crise, en quelque sorte. Quand un musée rouvre, c'est aussi une marque de retour à la normale. Et à partir de là, les autorités se sont réintéressées
à leur propre patrimoine qu'elles avaient un petit peu laissé de côté. Lors de l'inauguration, on avait la présence du représentant du ministère du Tourisme qui est la tutelle du musée. Et ça faisait quelque temps qu'il n'était pas venu dans les parages. Donc c'était voilà, vraiment une bonne occasion de remettre ça en œuvre. Et ça a réintéressé aussi le monde civil diplomatique français, puisque à la suite de ça, l'ambassade a financé une mission en coopération entre le ministère de la Culture et un conservateur pas centrafricain justement, ivoirien il me semble. Camerounais, merci. Camerounais pour justement accompagner et débloquer des fonds pour accompagner plus largement. Voilà, donc le rôle de l'armée aura été vraiment d'être une petite graine, voilà, qui ensuite est repris par les autorités civiles, dont c'est le rôle, puisqu'effectivement c'est pas le rôle dans l'absolu des militaires que de s'occuper de musées. Voilà, mais ça montre que l'armée peut participer à la résilience et qui est nécessaire de toute manière pour la sortie de crise. Voilà. Donc pour moi, c'est une forme originale d'accompagner par l'armée le retour à la paix, une contribution militaire à la résilience donc les conservateurs militaires, en étant sur les deux mondes à la fois, peuvent vraiment être des outils supplémentaires dans les opérations et aider à la bonne entente avec les pays dans lesquels on intervient. Merci. Donc maintenant, on va passer à M. Samir Abdullah. Il y a peut-être besoin pour la présentation PowerPoint de quelqu'un pour aider, non? Ta présentation est déjà intégrée? Peut-être Ariane peut m'aider. Oui, c'est bon. D'accord. Ils sont déjà là-dessus? Bon, en attendant donc la mise en place, je vais présenter très rapidement M. Abdullah, qui est docteur en urbanisme, architecte, qui est très impliqué dans pas mal de groupes de travail de l'ICOMOS. Alors ça fait partie des cycles que j'ai découverts, le Conseil international des monuments et des sites, avec surtout, il est président du groupe de travail sur la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak. Oui. Vice-président du comité scientifique international d'ICOMOS pour les villes et villages historiques. Voilà, donc ICOMOS, effectivement, est très présent un petit peu dans ses activités. Alors, les souks, on va surtout parler des souks. Donc là, on va voyager, on va passer d'un coup d'Afrique, on va partir au Moyen-Orient. Moi, j'ai plutôt un souvenir par rapport, non pas des souks, mais plutôt à la notion de... les vieux quartiers sont effectivement les quartiers qui donnent l'âme par rapport au pays. Et j'ai un souvenir qui est malheureux, c'est-à-dire j'étais parti en Chine, à Pékin, pour préparer les Chinois aux Jeux Olympiques. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, quand on est arrivé, ils étaient en train de détruire tous leurs quartiers anciens, volontairement, pour créer des grandes avenues, des grands immeubles, des hôtels et tout. Et là, on leur a dit, mais vous êtes en train de perdre votre âme. Vous êtes en train de perdre quelque chose. Et on s'est aperçu que 2 ou 3 années après, ils sont revenus en arrière, ils ont reconstruit des villes, des petites villes, type un peu Venise et tout, pour recréer un climat. Mais on leur a dit quel était votre enjeu. C'était un enjeu purement économique, en créant réellement des grands parkings avec des bus, centaines de bus qui pouvaient passer et tout. C'est pour ça que cette notion, effectivement, de souk, de quartier ancien, est vraiment quelque chose d'assez essentiel par rapport à la vie d'un pays. Et je remercie donc M. Abdullah de nous reparler surtout de 3 exemples en Syrie de souks qui ont été touchés et la façon dont ils étaient reconstruits. Oui. Alors, ce travail est le résultat de visites de terrain, mais aussi d'une documentation à travers des sites sociaux. C'est quelque chose que les techniques nous permettent aujourd'hui. Alors, Alors, les souks eux-mêmes, effectivement, c'est des espaces très particuliers. Il n'y a pas toujours une vitrine qui sépare le passant de l'intérieur de la boutique. Il y a une atmosphère assez fascinante pour l'étranger de passage, mais c'est aussi un lieu assez essentiel pour la vie économique et sociale des pays. Au point de vue urbain et architectural, les souks et les monuments associés aux souks représentent une surface très importante dans les villes anciennes, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet, parce qu'on parle beaucoup
des pillages de sites archéologiques, des musées, de différents monuments ponctuels, des mosquées, des habitations, mais rarement des souks. Il m'a semblé que, étant donné la place des souks dans la vie des habitants, toutes les tentatives pour les revitaliser, les restaurer, sont importantes. Et il y a déjà des exemples en Syrie, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, d'abord, les souks étaient souvent spécialisés au départ. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps. Certains d'entre eux sont couverts de voûtes, pas tous. Lorsqu'il y a des voûtes, c'est que il y a eu une action voulue. C'est soit le pouvoir, soit un mécène. C'est souvent lié d'ailleurs à des mosquées. Et à côté des souks, il y a souvent des khans, des caravansérails, qui sont des lieux d'arrêt des caravanes, de stockage et parfois d'artisanat. Au départ, historiquement, les souks n'étaient pas couverts. Puis ils ont été couverts en bois. À partir de la fin du XIXe siècle, couverts de métal, comme ici à Damas. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'était à l'époque ottomane une grande avenue souk avec des boutiques accolées et des réserves à l'étage avaient été construites et une couverture en tunnel avait été réalisée au-dessus. Les enseignes étaient devenues assez disparates, mais les autorités ont l'habitude aussi de gérer. Il y a un savoir-faire qui s'est créé, à la fois pour mettre à jour les infrastructures et pour harmoniser les devantures et même les toitures. Ça, c'était des travaux d'avant-guerre. Donc, ça prouve qu'il y avait déjà un certain savoir-faire. Évidemment, ces souks peuvent être soumis à des aléas comme les incendies et les conflits. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Alors, d'abord Damas. À Damas, ça a été le problème du feu. Damas, heureusement, a été relativement épargné par la guerre. De temps en temps, des coups de mortier tombaient, mais c'était quand même assez clairsemé. Et puis, il y a eu quand même des pénuries. En tout cas, il y a eu surtout des incendies qui se sont développés au cours des 3-4 dernières années comme jamais auparavant. Nous avions pourtant l'UNESCO, l'ICOMOS, l'ICROM fourni à la municipalité des séries d'indications pour prévenir des problèmes, et dont les incendies. Malheureusement, il semble qu'il n'était pas possible de stocker les matières inflammables en banlieue, puisque la banlieue était prise par les rebelles. D'autre part, les moyens de chauffage avaient dû changer du fait de pénuries, et c'est ce qui probablement a expliqué tous ces incendies. Je vais m'attarder sur l'un d'entre eux qui s'est passé
au souk Asrounié, qui était placé entre la mosquée des Omeyyades à droite, enfin à l'est sur la photo, et la citadelle à l'ouest. C'était pas nécessairement l'un des plus beaux souks, mais c'était quand même un souk très populaire. On n'y trouvait peut-être pas ce qui venait de la route de la soie, mais en tout cas beaucoup de marchandises chinoises. Un incendie s'est déclenché là et 250 boutiques ont pris feu. Évidemment, les moyens de secours sont arrivés, mais le résultat était assez désastreux. Et les commerçants ont demandé à reconstruire au plus vite leur propre boutique. Les autorités ont été assez perplexes au départ parce que les services des monuments demandaient une reconstitution avec les mêmes matériaux, donc préserver l'authenticité, mais devant l'urgence et la demande, ils ont accepté d'autres matériaux comme le métal et les briques cuites, ce qui était différent de ce qu'il y avait au départ. Quelques années plus tard, 3 ans plus tard, le souk refonctionne et un visiteur non averti ne se rend pas compte que ce souk avait brûlé. Un seul bâtiment avait une valeur patrimoniale, c'est l'ancienne banque ottomane qui a brûlé aussi et qui a éveillé l'intérêt de l'UNESCO, qui a envoyé une équipe d'experts qui ont des relevés et qui ont trouvé qu'une cour intérieure avait été remplie par des locataires et ont demandé à la reconstitution. Est-ce que c'était trop demandé? Est-ce que la banque n'avait pas les moyens? En tout cas, le bâtiment reste toujours vide. On va passer là à la ville de Homs, dans le centre du pays. À la différence de Damas, le site n'est pas classé au patrimoine mondial. Là, ce qui est en rouge est une zone que j'avais visitée. Là, c'était une photo avant, une photo après. Et là, l'organisme qui est intervenu, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a envoyé des équipes voir ce qu'il en était et a interrogé la population. Des enquêtes ont été effectuées, des recensements, des réunions, et il y a eu une majorité d'habitants qui ont demandé à restaurer les souks. Et effectivement, c'est donc l'option qui a été choisie par le PNUD. Et ça s'est fait progressivement. L'avantage était de mettre en place un processus. On crée des jobs. Donc, c'est de restaurer les boutiques. Les boutiques, une fois restaurées, les propriétaires ou les locataires n'ont qu'à venir s'installer. En s'installant, ils commencent à créer une dynamique commerciale et ça incite les habitants à revenir dans leur propre quartier. Il y a tout un processus qui est lancé, c'est comme une boule de billard. C'est assez intelligent comme démarche. Alors ça, c'est en cours. Restauration de certains arcs, création d'une nouvelle couverture, ce n'est plus la charpente. Donc, on ne peut pas parler d'intégrité, d'authenticité, mais après tout, ce n'est pas non plus un patrimoine de l'humanité, là. Enfin, ça a une valeur
culturelle, mais en tout cas, les habitants ont à nouveau des souks fonctionnels, et ce n'était pas une mince affaire, 982 boutiques. Il fallait le faire sur 45 000 mètres carrés. Alors, tous les souks n'étaient pas couverts d'une manière métallique, étaient couverts en voûtes. Ces voûtes ont été restaurées, et voici le résultat. Quand je suis passé, les boutiques étaient fermées, mais après tout, c'était les bijoutiers. C'était un vendredi, ils craignaient peut-être encore du passage. Tout ceci s'accompagne avec une mobilisation de la société civile. Là, ce sont les architectes qui sont en réunion et qui réfléchissent à la manière de restaurer leur propre ville. Et la fondation du Prince Claus, hollandaise, organise des visites de ruines et familiarise les architectes avec la manière de restaurer le bâti ancien. Et ce n'est pas le tout, parce que le PNUD forme aussi des personnes à des métiers, la menuiserie, un luthier, au travail de la paille. Donc, à partir d'une logique de création d'emplois, les souks ont été restaurés. Peut-être pas d'une manière parfaite, d'un point de vue architectural, mais ça marche, ça travaille. Alep. Alors, Alep, vous avez certainement suivi l'actualité. À un certain moment, la ville était divisée en deux, entre une partie gouvernementale, une partie rebelle. Et la ligne de front passait par la ville ancienne. Vous voyez deux drapeaux, l'un avec du vert, l'autre avec du rouge. Et des combats se faisaient de maison à maison. Là, c'est un coup de mortier qui part d'une maison traditionnelle. Le résultat a été catastrophique pour le bâti de la ville ancienne. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais disons qu'un tiers a été extrêmement endommagé ou détruit, un tiers peu endommagé et un tiers relativement endommagé quand même. Voilà la carte d'Alep inscrite au patrimoine mondial, environ 380 hectares, la citadelle au centre et les souks un peu à l'ouest de la citadelle. Alors, les combats et le résultat des combats, tout ça sur les souks. Mais la société civile restait préoccupée par le sort des souks. Elle avait les souks au cœur et organisait des visites de ces souks. Il y avait des plans qui dataient déjà des années 30 dans les archives, mais par-dessus ça, un architecte français, Yves Hubelmann, avait fait un quadrillage de la ville et reconstitué en 3D les souks. Alors voilà, on se rapproche de ces souks et la fondation Aga Khan, qui avait longtemps travaillé déjà à Alep avant, a eu l'idée de prendre l'un de ces souks proche de la grande mosquée des Omeyyades, avec un accès facile qui avait relativement été plus épargné que d'autres, et a souhaité en faire un projet pilote. Ça, c'est une vue de ce souk avant. Il s'appelle le souk Sakatiye, c'est-à-dire le souk aux abats. En fait, il y avait relativement peu de bouchers
avant. Environ 80 boutiques et des séries d'analyses des dommages ont été effectuées à partir de relevés. Je n'entre pas dans tous les détails, mais les coupoles, les plafonds, les boutiques, les arcs de boutiques, l'électricité, toutes les infrastructures étaient à refaire. Là, c'est les infrastructures sous le sol, des projets de portes d'enseignes ont été élaborés, des enquêtes 3D sur les coupoles ont été effectuées. Là, c'est Thierry Grandin, un architecte français, qui a beaucoup travaillé sur ce projet au cours d'une visite. Les travaux, des prospectus pour faire connaître le projet à la population, la fin des travaux, les voûtes reconstituées, les coupoles. Là, c'est l'inauguration, les premiers clients et l'état actuel du souk. Il n'y a pas la même animation qu'autrefois, mais il faut espérer que petit à petit, la situation redeviendra normale. Là, c'est un souk de 210 mètres de long que la municipalité, elle, entreprend de reconstruire, surtout la partie centrale, la couverture. Voilà la fin des travaux pour la couverture, mais uniquement 30% des boutiques ont déjà ouvert. Alors, que dire? Il n'y a peut-être pas le temps de beaucoup développer, mais il faut se dire que les souks combinent un patrimoine matériel et immatériel, que on a parlé de catastrophes, mais ça peut être des fois le feu, des fois la guerre, parfois les deux. Les initiatives peuvent venir des commerçants eux-mêmes à l'origine, de la municipalité ou d'organisations internationales, qu'il y a une nécessité d'action publique-privée. On peut parler d'intégrité et d'authenticité, surtout dans les villes patrimoine mondial. Il y a d'autres défis que je vais suggérer, c'est l'artisanat. L'artisanat alimente les souks. Donc, dans les souks, au-delà des clients, des visiteurs, des commerçants, il y a aussi de la matière qui est vendue, et cette marchandise peut être le fait d'un artisanat. Donc, à partir des souks, il y a des réseaux économiques qui s'étendent dans la ville, d'où l'importance de la régénération de ces souks. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Nous allons passer donc au troisième conférencier. Vous venez... Vous avez une présentation aussi. Si on peut avoir l'aide logistique en même temps, non? Pas besoin, non? Comment? Ça devrait aller. Un support, très bien. Alors, ce qui est assez amusant, quand j'ai écouté monsieur Abdoulak, là, qui parlait de l'aspect, pour un retour à la normale, il fallait mettre en place les souks. Alors, vous allez me dire, le parallèle est peut-être un peu important.
Quand on est allé faire un retour d'expérience aux États-Unis, suite à Katrina et suite à Sandy, on s'est aperçu que les Américains nous ont dit, qui était vraiment très important, ils ont dit pour faire revenir les gens dans les centres-villes qui ont été touchés par la crue, il faut recréer une vie économique et sociale. Ils ont complètement raté ça par rapport à Katrina, qui a été pour eux leur texte important, ce qui veut dire qu'il y a des quartiers entiers qui ont été désertifiés. Par contre, quand on est allé voir nos collègues à New York, ils l'avaient complètement intégré dès le début de la crise, en disant nous allons tout faire pour faire revenir la petite économie très locale, puisque ce sera la seule possibilité pour laquelle les gens reviennent. Et on s'est aperçu qu'aux alentours de New York, finalement, il n'y a pas eu de désertification. Les gens sont revenus, même s'ils sont sur des sites encore vulnérables. Et c'est pour ça, alors les Américains n'ont pas recréé des souks à côté de New York, mais on retrouve la bonne pratique dans le domaine. Donc la logique est la même, quoi. Alors, Monsieur Mouzard, là où on va partir dans un autre monde. Là, on était géographiquement bâtimentaire. Là, on va parler immatériel. On va parler patrimoine culturel immatériel. Alors, même chose, encore un domaine que je découvre, que j'ai découvert effectivement en regardant votre CV et tout. Sachant que vous avez beaucoup d'expérience parce que vous êtes allé travailler dans le cadre de vos recherches à Madagascar. Vous êtes allé travailler en Guyane au sein donc la direction des affaires culturelles en tant que conseiller à l'ethnologie. Et vous allez nous parler surtout de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de l'UNESCO, c'est ça, dans le centre large, l'application donc au niveau international. Oui, c'est ça. J'avais très envie de vous présenter une étude de cas, qu'elle soit malgache ou guyanaise, sur le patrimoine immatériel comme résilience. Et il y avait des données, il y avait de quoi trouver, notamment en Guyane, en milieu amérindien et autochtone, et concernant la prise de cette nouvelle catégorie, assez récente tout de même, de patrimoine immatériel, pour des peuples ou des communautés qui n'en finissent pas de faire face au choc de la démographique et de la conquête et de la colonisation. Mais il m'a semblé plus pertinent de parler et de présenter peut-être la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Vous le disiez à l'instant, c'est un domaine que vous découvrez, je ne sais pas dans la salle. Je pense que c'est assez ou plus ou moins connu. Il ne faut pas tout seul. On me fait la main, ce qui... donc ça sera beaucoup plus général et sur cette présentation sur la prise en compte du patrimoine immatériel, évidemment en situation d'urgence, s'agissant de la thématique et du bouclier bleu, mais dans le cadre de cette convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Donc je me base sur la présentation de Isabelle Chave, avec qui je collabore au département du pilotage de la recherche à la Direction générale des patrimoines, pour faire cette présentation. La bibliographie contemporaine sur la gestion du patrimoine culturel en cas de conflit traite dans la très grande majorité des cas du patrimoine culturel matériel, et même plus souvent du patrimoine matériel immeuble, car il passe pour être l'élément le plus touché dans les cas de conflits armés. Une légende, un hymne ou une technique ancestrale est reproductible à l'infini, tant qu'il y aura des hommes ayant le savoir ou le savoir-faire, ce qui n'est pas le cas des monuments et des autres œuvres matérielles. Indépendamment du caractère récent à l'échelle de l'histoire des conflits contemporains, de la diffusion de la notion de patrimoine culturel immatériel, et de la prise de conscience de sa fragilité au plan international, c'est l'une des raisons parmi d'autres qui peut expliquer sans doute que l'impératif de protection se soit porté en premier chef sur le patrimoine matériel. Et pourtant, dans toute situation d'urgence, d'une part, conflits armés, dommages collatéraux, pillages, actions d'épuration culturelle, déplacements massifs de population, actes de terrorisme, d'autre part, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, séismes, cataclysmes, incendies, inondations, cyclones, avalanches, dans toutes ces situations, les communautés, groupes et individus, pour reprendre l'expression de la Convention, peuvent être touchés dans la sauvegarde de leur patrimoine vivant et dans la continuité de sa pratique. Les États parties à cette Convention sont désormais encouragés par l'UNESCO à garantir que les communautés, y compris les personnes déplacées, ont accès aux outils, objets, artefacts, espaces culturels et naturels et aux lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression de leur PCI.
de façon très récente. On est même dans une actualité, on va le voir. Depuis 2015 seulement, en effet, le secrétariat de la Convention de 2003 a déployé des projets et initiatives de redressement avec la participation des communautés en faveur de la sauvegarde du PCI dans des contextes d'urgence, y compris en lien avec la prévention de l'extrémisme violent. Les 4 dernières réunions annuelles du comité intergouvernemental ont inscrit à l'ordre du jour un point sur la sauvegarde du PCI en contexte de sauvegarde urgente. En 2016, donc, la première fois que ce point est abordé par le comité intergouvernemental, en sa 11e session, 2 dimensions sont identifiées. C'est un point important. D'une part, les effets des situations d'urgence sur la pratique et la transmission du patrimoine vivant, et d'autre part, le rôle du patrimoine immatériel en tant qu'outil de préparation, de résilience, de réconciliation et de rétablissement dans les situations d'urgence. C'est ce qui va guider toute la suite, la prise en compte de ces 2 dimensions. Lors de cette session, le comité avait également exprimé le besoin d'acquérir davantage de connaissances et d'expériences au moyen d'études de cas et de travaux sur le terrain. Donc, dans un premier temps, une enquête à petite échelle sur la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel des réfugiés syriens a été réalisée principalement au Liban et en Jordanie, mais aussi en Égypte, en France, en Allemagne, en Arabie Saoudite, en Turquie et en Syrie même. Les résultats de cette enquête laissent entrevoir plusieurs approches méthodologiques. Cependant, il est décidé de procéder à une véritable identification des besoins par la communauté elle-même dans une situation spécifique, approche mise en œuvre dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Donc, je reviendrai sur les résultats de l'étude avec les Syriens. Ça, c'était en 2016. En 2017, 12e session du comité intergouvernemental, l'examen de ces études fait apparaître une nouvelle orientation qui privilégie l'identification donc, des besoins par les communautés touchées. En 2018, c'est une réunion de réflexion sur le PCI dans les situations d'urgence à Beyrouth en octobre 2018. Plusieurs agences des Nations Unies étaient représentées, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dont il vient d'être question. Les participants ont reconnu la pertinence du patrimoine culturel immatériel pour leur approche centrée sur l'humain et ont appelé à coopérer avec l'UNESCO dans ce domaine. La même année, c'est la 13e session du comité intergouvernemental et on retrouve ce point à l'ordre du jour. Le comité décide que le temps est venu de définir des modalités opérationnelles pour la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence et demande au secrétariat d'organiser une réunion d'experts au cours de l'année 2019. C'est ce qui sera fait. On se dirige donc vers l'élaboration d'une série de directives méthodologiques brèves et pratiques pour soutenir la mise en œuvre de la Convention de 2003 dans toutes sortes de situations d'urgence. Étant entendu que chaque situation d'urgence est spécifique et unique, l'objectif n'est pas de dresser une liste exhaustive d'actions, mais plutôt de définir des principes généraux que je présenterai en fin d'intervention et des actions pouvant ensuite être adaptées à chaque contexte local. Le terme « situation d'urgence » désignait ainsi aussi bien les conflits et leurs effets comme le déplacement, les catastrophes causées par des aléas d'origine naturelle ou humaine, bien que ces 2 formes d'urgence soient souvent traitées séparément. La réunion se concentrerait justement sur des points où elles se rejoignent. Ultérieurement, il conviendra sans doute d'identifier des méthodes spécifiques aux différentes situations d'urgence. La même année, donc en 2019, à Bogota, au mois de novembre, eh bien, c'est le projet de décision d'adapter des principes et modalités opérationnelles pour le sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence. Et ceci sera proposé à l'Assemblée générale au mois de juin, donc dans 3 mois, pour l'approbation. Je vais structurer ma présentation en 4 parties. D'abord, c'est la gestion internationale du PCI en situation d'urgence
les mesures spécifiques de l'UNESCO sur le PCI. Ensuite, l'impact particulier des situations d'urgence sur le PCI, d'une part dans les situations de conflit d'extrémisme violent, d'autre part dans des situations de catastrophes d'origine naturelle, naturelle ou humaine, donc en situation de catastrophe. Troisième partie, ce sont les mesures à prendre à l'avenir. Et enfin, je vous présenterai les principes qui ont été retenus et qui seront soumis en 10 minutes. On va essayer. On va essayer. Alors, je vais d'abord présenter rapidement la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel qui a été ratifiée par la France en 2006. En passant ici. Voilà, je rappelle les critères d'éligibilité de pratiques culturelles au titre du PCI. Elles sont vivantes, au double sens, je dirais, en activité, vivantes parce que son principal support, ce sont des êtres vivants, et aussi vivantes au sens de dynamique, recréées en permanence et s'adaptant à de nouvelles situations précisément. Transmise de génération en génération, ça c'est réellement la dimension patrimoniale dans le temps, propice au développement soutenable, sans commercialisation ni appropriation géographique excessive, c'est un thème qui apparaît aussi plus récemment. Ces pratiques culturelles sont conformes aux instruments internationaux sur les droits de l'homme, favorables à la diversité culturelle, au dialogue et au respect mutuel, et étrangères justement à toute notion de conflit en principe ou de guerre ou de violence entre êtres humains et animaux. Alors, tous les États parties qui ont ratifié cette convention s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du PCI présent sur son territoire. Ça commence par identifier ce PCI en question à travers un inventaire national. C'est ce que nous menons en France depuis 2008, par exemple. Alors, vous avez la Convention, mais également les directives opérationnelles, avec le terme de résilience qui va apparaître ici au chapitre 4.3, précisément en rapport aux catastrophes naturelles et au changement climatique, et dans le chapitre 4.4 en ce qui concerne le maintien de la paix. Brièvement, les principes éthiques font partie aussi des textes basiques de cette convention. Et j'en viens au dispositif d'assistance internationale en cas d'urgence, avec quelques exemples. Donc j'accélère et s'il faut, je répondrai aux questions. Donc c'est un dispositif qui a été activé à plusieurs reprises. On a par exemple un projet de 3 ans au Mali qui a été mis en œuvre à la suite d'attaques de groupes armés et d'extrémisme entre 2013 et 2016. Également au Vanuatu, suite au passage de PAM, un cyclone de catégorie 5, donc avec un travail sur l'architecture vernaculaire. Pour la Côte d'Ivoire, une assistance d'urgence a été accordée en 2015-2018 afin de relancer l'identification du patrimoine immatériel, l'inventaire. En ce qui concerne l'Équateur, à la suite du séisme de 2016, et au Niger, en 2017, l'objectif c'était la revitalisation, la mobilisation de pratiques du PCI envisagées comme des moyens de parvenir à une plus forte résilience et à un dialogue accru entre les populations déplacées et les communautés d'accueil dans un contexte de conflit lié à l'extrémisme violent au Niger. Un dernier exemple avec la Colombie, le PCI comme socle de résilience, de réconciliation et de création d'un environnement pacifique
dans la Colombie post-accord. Alors, toutes ces ressources, on les retrouve sur le site de l'UNESCO. Alors, je vais passer donc à ma deuxième partie, qui est l'impact particulier des situations d'urgence sur le PCI. Je rappelle que le PCI appelle une double approche dans les situations d'urgence. Il est à la fois menacé, mais il peut aussi représenter un puissant moyen de résilience et de redressement. Voilà, ça se déconnecte un peu du fait, parce que je saute certains passages. Donc, tout d'abord, en situation de conflit et d'extrémisme violent. Je vais revenir donc à cette étude avec les Syriens. Les entretiens menés avec les déplacés syriens ont montré que la plupart des expressions culturelles, coutumes, savoir-faire et compétences qui constituent le PCI des communautés, des groupes et des individus en Syrie ont été affectés par le conflit depuis 2011. Des pratiques culturelles comme la préparation des repas et l'hospitalité ont été gravement touchées par la pénurie de ravitaillement de fonds et ont diminué la confiance accordée au-delà d'un cercle restreint. L'atmosphère générale de guerre, de mort et de deuil change la façon de célébrer les événements religieux et sociaux. La demande de soins de santé et de services funéraires est forte, mais de nombreux praticiens sont morts ou ont été déplacés ou ne sont pas en mesure de fournir leurs services à cause de l'insécurité. De même que les institutions sociales et religieuses, les individus qui transmettent la mémoire et l'identité culturelle des groupes ne peuvent plus jouer leur rôle depuis que les espaces culturels ont été détruits et les membres du groupe dispersés. Les Syriens déplacés utilisent le PCI comme une ressource permettant la résilience psychologique, sociale et économique. Par exemple, les Syriens qui effectuent la toilette mortuaire au Liban et en Jordanie sont de plus en plus sollicités pour procéder aux rites funéraires, apportant ainsi un sens de continuité des pratiques et croyances rituelles qui peut soulager le traumatisme associé à la perte et à l'inhumation dans un pays étranger. Un autre exemple concerne la cuisine traditionnelle, qui a également été souvent mentionnée comme aidant les Syriens déplacés à traverser l'expérience difficile du déplacement en leur offrant un souvenir tangible de leur pays. Dans la même veine, les arts du spectacle, qui est une des catégories du patrimoine immatériel, constituent une aide pour ceux qui sont confrontés aux épreuves de l'exil en apportant aux réfugiés des repères familiers. En outre, ces formes du PCI offrent aux communautés déplacées des ressources en leur permettant de retrouver des moyens de subsistance, même en l'absence de ressources économiques, comme en témoignent tous les musiciens syriens interrogés en France, en Jordanie, au Liban, en Turquie, qui tirent des revenus de la pratique de leur art, bien qu'à des degrés divers. Pour les Syriens déplacés, la pratique, la jouissance et la transmission du PCI sont essentielles à la préservation de l'identité collective et à la cohésion sociale pendant le déplacement. On est bien là aussi dans l'idée de résilience. Ainsi, en dépit des épreuves du déplacement, les Syriens s'efforcent de maintenir leur pratique culturelle à travers de nouveaux canaux de représentation et de transmission, quelquefois grâce à des catalyseurs comme les ONG et les médias sociaux. Cela montre également que le PCI est susceptible de s'adapter et d'évoluer. Dans certains cas, le PCI sert à créer des liens entre les Syriens déplacés et leur communauté hôte. Un exemple en est l'utilisation des récits et chants dans les écoles de Jordanie et du Liban, qui accueillent des enfants syriens, ce qui favorise la communication interculturelle et l'intégration. Les musiciens syriens qui jouent aussi lors des festivals, ça peut être un autre exemple. Les artisans syriens encore enseignent leur savoir-faire aux artisans locaux et gagnent ainsi leur estime, parviennent à s'intégrer en s'appuyant sur leurs compétences. Cela montre à quel point le patrimoine culturel et matériel peut aussi contribuer à gérer et à surmonter les conflits et les tensions entre les personnes déplacées et avec les membres des communautés hôtes, au travers d'un noyau commun de pratiques culturelles, d'attitudes et de croyances qui permettent des interactions au-delà des différences ethniques et religieuses qui ont été exacerbées par la guerre. Les organisations humanitaires n'ont pas pleinement inclus la culture dans leur évaluation des effets du conflit et des besoins des réfugiés et les personnes déplacées. Bien que certains aspects culturels soient pris en compte dans quelques-uns de leurs actions, le concept plus large du PCI est absent des interventions des acteurs de l'humanitaire. Par exemple,
Des recherches menées en utilisant des documents produits par le UNHCR et ses partenaires humanitaires de la réponse régionale à la crise des réfugiés en Syrie ont montré que la culture est principalement envisagée en termes de normes et de comportements culturels, dans le cadre d'interventions psychosociales centrées sur la santé mentale, les mariages précoces ou la violence sexuelle et fondée sur le genre. Donc plutôt à des manières négatives, finalement. En s'appuyant sur un inventaire de 211 éléments du PCI qui a fortement mobilisé les communautés dans des régions occupées par des groupes armés et des extrémistes, le projet d'assistance internationale d'urgence mis en œuvre au Mali a montré qu'il est important, autre exemple, qu'il est important que les jeunes comprennent la valeur sociale, culturelle et symbolique des pratiques culturelles pour pouvoir exercer leur droit à apprendre, à participer à ces pratiques et à les transmettre à la génération suivante. En ce sens, le PCI pourrait aussi jouer un rôle important dans la prévention de l'extrémisme violent. La demande d'assistance internationale d'urgence soumise par le Niger est un autre bon exemple à cet égard, car le projet vise la promotion et la diffusion de valeurs communes au travers d'un PCI partagé par plusieurs communautés, ce qui contribue ainsi à lutter contre la radicalisation et les idéologies de haine propagées par les groupes extrémistes comme Boko Haram, qui ciblent délibérément les valeurs culturelles. Si on doit aller à la conclusion, je vais passer sur les catastrophes d'origine naturelle ou humaine. Parler succinctement, c'était ma troisième partie, des mesures à prendre à l'avenir. Donc mener toujours davantage d'études de cas, identifier les besoins avec la participation des communautés, garantir un environnement permettant aux communautés de pratiquer leur patrimoine vivant. Donc, ce sont des pratiques, mais c'est aussi un environnement, des espaces culturels, commémoratifs, etc. Améliorer certains mécanismes et processus de la Convention, donc en particulier lorsque l'on rédige les plans de sauvegarde pour inscription sur les listes instaurées par l'UNESCO. Je donne quand même l'exemple du dossier gestion des risques et d'avalanche qui a été inscrit, reconnu en 2017 sur la liste représentative par l'Autriche et la Suisse, qui montre que, enraciné dans la culture du quotidien depuis des siècles, repose sur une connaissance approfondie de la nature, bien que complétée par des instruments de mesure technologiques. Je sais qu'un projet est en cours plus généralement sur l'hospitalité, c'est-à-dire sur le travail des aidants à l'égard des migrants en situation d'urgence. Mieux utiliser les demandes d'assistance internationale d'urgence, dont je vous ai parlé, et favoriser la coopération avec les entités internationales et des Nations Unies pertinentes. Bien, alors je vais passer toutes ces diapos et pour tenter de conclure, donc revenir sur ces principes, et surtout les principes pour la sauvegarde du PCI matériel dans les situations d'urgence, document qui sera donc soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des 178 États parties, je crois, de la Convention de 2003. Évidemment, vous n'arrivez pas à lire, mais ce document est de 4 pages. En fait, ce sont les annexes. Je vais revenir sur les principaux principes. Pas exhaustivement, mais premier principe, c'est que sauvegarder le patrimoine immatériel, c'est évidemment sauvegarder son support, c'est-à-dire les gens eux-mêmes. Donc c'est lié intrinsèquement à la protection de la vie et du bien-être de ses détenteurs. Un autre principe, c'est que les communautés doivent être prioritairement impliquées dans l'identification. Autre principe, les parties prenantes nationales et internationales impliquées dans la gestion des situations d'urgence, y compris les spécialistes de la préparation aux catastrophes et des interventions d'urgence, les acteurs humanitaires, les organisations non gouvernementales et les forces armées, ont un rôle important à jouer dans la sauvegarde du patrimoine immatériel touché et pour soutenir les communautés concernées afin qu'elles s'appuient sur ce patrimoine
pour se préparer aux situations d'urgence et y faire face. Un autre principe, c'est de toujours prendre en compte et respecter la nature dynamique d'un patrimoine immatériel qui, évidemment, en situation d'urgence, va avoir tendance à s'adapter. C'est dans sa nature. Et donc, respecter ce caractère dynamique et qu'on ne puisse pas organiser un rituel complexe de bout en bout de la même manière qu'on le ferait si on n'était pas en situation catastrophique. Voilà, ce sont des grands principes qu'on retrouve ensuite dans les modalités dans le cycle de gestion de situation d'urgence, c'est-à-dire préparation, réponse et relèvement. Bon. Merci beaucoup. Je suis désolé, hein, je sais que chaque sujet est très dense et nécessiterait effectivement 1 à 2 heures de présentation. Faire ça en 20 minutes, voilà. Donc, nous allons terminer la matinée par une présentation sur les suites de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Pour cela, donc, Monsieur Antoine-Marie Préau, là, qui était prévu cet après-midi, mais qui passe ce matin pour des raisons, je crois, d'agenda, qui est le chef du service de la conservation régionale des monuments historiques à la DRAC d'Île-de-France. Il va nous faire une présentation avec beaucoup de photos, je crois, dans le domaine. Donc on va essayer de faire cette présentation-là en maximum 20 minutes, histoire de vous laisser un peu de temps pour des questions, à moins que les estomacs crient famine et que ça parte en courant, mais on verra ça à ce moment-là. C'est faisable 13-15, 13-30 J'ai déjà inclus ce Becky Bug. Jusqu'à 13-15 maxi. Donc 13-15, on arrête. Elle s'est décollée du mauvais côté. Très bien. Donc si vous avez des questions à poser aux différents participants, chopez-les au moment où ils ressortent pour leur poser directement les questions. Très bien, très bien. Bonjour à tous, pardon de perturber le programme et de repousser encore un peu votre pause méridienne. Je vais essayer d'être rapide, même si j'ai beaucoup de choses à vous montrer pour essayer de dresser un premier bilan de ces 9 mois passés depuis le terrible incendie survenu à Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Je ne reviendrai pas à proprement parler sur l'incendie, sur l'intervention formidable des centaines de pompiers qui sont mobilisés autour de l'édifice. Je vais essayer de concentrer mon propos sur l'ensemble des opérations et interventions qui ont permis, dans la nuit du 15 au 16 avril, mais dans l'ensemble des semaines qui ont suivi, de sauvegarder au maximum le monument et l'ensemble des trésors qu'il recelait. Et je vais essayer de déployer ça sous une forme de storyboard en partant du 15 avril. Je ne reviens pas sur les images de l'incendie que vous connaissez tous, mais simplement vous dire que dès 19h, aux côtés des premiers pompiers mobilisés, une poignée d'agents du ministère de la Culture, rejoint un peu plus tard Philippe Barbaladi par le directeur général des patrimoines et les services du ministère de la Culture concernés, se sont mobilisés aux côtés des pompiers pour rapidement les sensibiliser au trésor que recelait la cathédrale. On était témoins de très près du désastre qui se jouait et on a rapidement eu conscience de la nécessité, même si les pompiers ont d'abord vocation à sauver des vies, de penser à une partie des œuvres, des reliques et des éléments de trésor qu'abritait la cathédrale. Cette sensibilisation, en fait, s'est jouée pendant plusieurs heures et je crois qu'à partir du moment où la flèche tombe, à 19h50, les pompiers comprennent que la perte de l'édifice est finalement peut-être envisageable et autorisent une petite équipe d'agents sur la base de la compréhension qu'on leur a offerte du fonctionnement du bâtiment et de la manière dont, selon nous, il était encore possible de déambuler dans certaines parties sans prendre trop de risques. Donc les pompiers décident, acceptent d'organiser une sorte d'opération commando, d'entrer dans la cathédrale et puis quand bien même un plan de sauvegarde avait été envisagé et travaillé depuis des années, de concentrer leurs efforts sur vraiment le plus prestigieux, le plus exceptionnel. Ces opérations, elles passent par le sauvetage des 4 reliques essentielles qui étaient abritées derrière le chœur dans la chapelle d'Aix. Elles passent également par la sauvegarde de tous les objets que les pompiers peuvent saisir à bras d'homme sur leur chemin. Elles passent par la sauvegarde de la célèbre tunique de Saint-Louis et ensuite par une opération ultérieure vers 22h dans le trésor,
trésor. Alors le trésor qui se trouve dans le bâtiment détaché de l'architecte Viollet-le-Duc, donc pas immédiatement dans le cœur de la cathédrale, mais donc les pompiers, alors même que le trésor compte environ 300 objets, acceptent de retourner dans l'édifice pour sauver les 5-6 objets qui ont été identifiés comme devant prioritairement quitter les lieux pour des questions de sauvegarde, mais aussi pour des questions de sécurité. La suite du sinistre, c'est aussi une question de sécurité des biens. C'est la ville de Paris qui met à disposition dans la nuit des camions et qui vont permettre, avec le concours des forces de l'ordre qui arrivent dans la nuit, d'organiser un inventaire très précis avec les moyens dont on dispose, un peu de papier, quelques iPads pour prendre des photos, mais un inventaire très précis de tout ce qui a été sorti de la cathédrale, qui est emballé quand c'est possible sommairement, stocké dans les camions et ensuite emmené à destination de l'hôtel de ville qui prête pour la nuit ses locaux. Voilà, vous voyez le départ d'un certain nombre d'objets, de mobilier liturgique et autres reliques. Évidemment, tout ça se joue alors que 400-500 pompiers essayent, comme ils peuvent, de neutraliser l'incendie qui finalement ravagera l'ensemble de la couverture, de la flèche et une partie des voûtes de Notre-Dame. À l'arrivée à l'hôtel de ville, des agents prennent le relais, des agents de la ville prennent le relais et permettent de protéger, de stocker pour la nuit tout ce qui a pu être sauvé. Les reliques sont mises au coffre, vous les voyez sur votre droite. Et le lendemain matin, après une nuit bien difficile, voilà l'état dans lequel, je ne sais pas si ce film peut marcher. Non, bon, ça ne marche pas. J'ai pas QuickTime. Enfin, j'avais un petit film qui vous permettait de voir que le lendemain de l'incendie, vers 6h30 du matin, nous découvrons une cathédrale béante. Entre-temps, le tabouret de la flèche qui demeurait quand on avait quitté Notre-Dame vers 1h du matin s'est effondré, a emporté avec lui l'ensemble de la voûte de la croisée du transept. Et c'est vrai que Notre-Dame pleure le lendemain matin. Les litres, les tonnes d'eau que les pompiers ont jetées sur ces voûtes pour neutraliser l'incendie. Incendie qui durera quand même 3 jours. Hein, pendant 3 jours, des points chauds subsistent. Et les pompiers, même de manière très parcimonieuse, continuent d'arroser la cathédrale. On a à peu près 30 à 40 cm d'eau dans la nef. Et c'est vrai que dès ce lendemain matin, on essaye d'oublier l'incendie, mais on commence à comprendre que l'une des causes du sinistre sera l'eau. L'eau qui attaque déjà l'ensemble des mobiliers, fixes ou non, qui composent la cathédrale. Bon, voilà quelques vues que vous avez sans doute déjà eu l'occasion de connaître, du dessus et du dessous. Évidemment, la flèche et le tabouret de la flèche s'étant consumés pendant des heures au cœur de la cathédrale et ayant emporté avec eux les voûtes. Au lendemain de l'incendie, voilà l'état des désordres sur le plan architectural. L'ensemble de la croisée du transept est tombée avec le tabouret de la flèche. 2 parties des doubles voûtes sexpartites de la nef sont tombées dans la chute de la flèche et du fait d'un arbalétrier qui pesait sur la voûte, la partie nord du transept, l'un des voûtes à nord est tombé. Et puis commence à apparaître à la faveur de chutes de pierre des ouvertures dans la voûte du chœur. Alors la chance quand même, je reviens sur cette photo-là peut-être, c'est que globalement le lendemain, la plupart du bois se sont consumés. C'est-à-dire qu'il ne reste quasiment plus de poids sur le... Alors on ne connaît pas le diagnostic des voûtes, mais il ne reste quasiment plus de poids sur Notre-Dame. La préoccupation vient évidemment de l'échafaudage. On parle de 400 à 500 tonnes d'échafaudage qui, recroquevillés en partie, calcinés, tiennent sur leurs 4 pieds, mais sans que personne ne soit capable de dire quel est leur état de stabilité. Bon, il y a évidemment plusieurs miracles dans ce sinistre. Le coq qui était perché à 96 mètres au sommet de la flèche a volé jusqu'à la terrasse nord du bas-côté et a pu être retrouvé un peu abîmé, mais les reliques qu'il contenait étaient en bon état. Et puis dès le lendemain, il a fallu évidemment que le ministère de la Culture, dépositaire de toutes ces œuvres, récupère les biens qui avaient été stockés à l'hôtel de ville et les achemine vers ses établissements publics. Et c'est là que se met en place une mobilisation assez exceptionnelle qui finalement a été peu visible parce que largement détournée par les questions politiques ou de pollution au plomb. Mais c'est vrai que c'est à compter du 16 avril que se joue une superbe histoire de mobilisation des compétences qui existent au sein du ministère de la Culture. La Direction générale des patrimoines mobilise ses opérateurs, le Louvre, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, les services de la Direction régionale des affaires culturelles.
le laboratoire de recherche des monuments historiques également, avec évidemment le diocèse affectataire dans une mobilisation qui a vocation à sortir le maximum des 1400 objets contenus dans l'édifice. Ensuite, s'organisent aussi les équipes qui vont commencer à intervenir sur le monument, qui reste effectivement très touché, avec des risques réels de chute. La charpente a disparu, mais elle avait le mérite de tenir les tympans nord et les tympans sud. Elle tenait également le grand fronton ouest. Et évidemment, il faut très rapidement, avec les architectes en chef des monuments historiques, et notamment Philippe Villeneuve, qui était compétent sur la cathédrale, les entreprises présentes et immédiatement identifiées comme pouvant réagir et offrir les ressources nécessaires. L'objectif est de déposer un certain nombre d'éléments, des éléments de statuaire, de consolider l'ensemble des deux tympans qui ne tiennent plus à rien et qui surtout ne sont plus adossés à la charpente, et puis surtout de commencer à mettre en sécurité l'ensemble des éléments architecturaux très précieux des XIIe et XIIIe siècles qui font la renommée de la cathédrale. Je vous montre voilà les premiers transferts de carton. Alors tout ça a été fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que les conservateurs ont supervisé des chantiers de volontaires du ministère de la Culture pour essayer de conditionner au mieux les œuvres et les trésors qui avaient été sortis. Bon, voilà, au fur et à mesure, on découvre une cathédrale qui sèche. Heureusement, les conditions climatiques sont plutôt bonnes, qui va même sécher un peu trop vite, puisque jusqu'à l'été, on va craindre que les voûtes, en séchant trop vite, provoquent des désordres de mortier et commencent à tomber. À ce moment-là, on est encore incapable de diagnostiquer l'état des structures. Évidemment, les désordres ont touché les collections, ont touché l'ensemble de la statuaire qui était stockée à Notre-Dame. Heureusement, peu de désordres profonds, cependant que, avec les jours qui passent, l'humidité commence à nous inquiéter. La suppression du hors d'air également, c'est-à-dire qu'on a des très grandes toiles, très prestigieuses, qui commencent à être soumises aux intempéries, alors même que la qualité de Notre-Dame, c'était son inertie climatique propice à la sauvegarde des œuvres. Et dès le 18 avril, la préfecture de police prend un arrêté de péril et une partie des zones de Notre-Dame n'est plus accessible, ce qui va rendre très complexe, plus complexe en tout cas, l'évacuation de toutes les œuvres qui n'étaient pas envisageables de sortir à bras d'homme. Voilà, et donc dès le 18 avril s'organise, avec le concours des services que j'évoquais tout à l'heure, la sortie de toutes les grandes œuvres de statuaire, de peinture, les œuvres reliquaires auxquelles il était possible d'accéder. Aujourd'hui, seul reste dans la cathédrale 3 toiles et une châsse reliquaire qui n'ont pas encore pu être évacuées, celles-ci étant situées dans des zones très à risque. Voilà, donc les opérations se font mais dans les meilleures conditions possibles, avec le contrôle de l'ensemble des organes de contrôle, de sécurité, la préfecture de police, évidemment le péril étant entier à ce moment-là et le diagnostic de la cathédrale n'ayant pas commencé. Dès le 20 avril se met en place une réunion de chantier, c'est-à-dire qu'un chantier de sauvegarde de la cathédrale s'installe sous la direction de l'architecte en chef. À partir du 23 avril, s'organise une opération de sauvetage de la fameuse Vierge aux piliers, cette Vierge extraordinaire du XIVe siècle, qui malheureusement, bien que totalement épargnée et encore immaculée, alors que située à proximité d'un brasier de plusieurs dizaines, enfin en tout cas plusieurs mètres de haut à la croisée du transept, l'idée est d'aller récupérer cette Vierge, pourtant à l'aplomb d'une voûte qui menace de tomber. Et donc, alors là c'est une vue de la boutique dans la tour nord, au premier étage de la tour nord, boutique située en fait sous le beffroi qui elle aussi a été arrosée toute la nuit et la question de l'évacuation d'œuvres qui cependant ne pouvaient sortir par aucune porte s'est posée et a été organisée. Progressivement des filets ont été déployés sur l'ensemble des nefs et transepts et chœurs pour pas tant protéger ces zones qui de toute façon n'étaient plus accessibles, que pour évaluer la densité des chutes de mortier et de pierre à partir de ce moment-là.
Est évacué le 25 avril le très grand tapis de chœur, un tapis commandé par Charles X, réalisé finalement, livré sous Louis-Philippe, un tapis qui pesait 1,2 tonnes sec, qui sans doute pesait entre 1,5 tonne et 1,8 tonne plein d'eau, puisqu'il était conservé dans le déambulatoire et qu'on l'a retrouvé dans 40 cm d'eau. Là, c'est avec le concours des équipes du Mobilier National que cette évacuation s'est faite. Alors que vous pouvez voir sur ces images le principe militaire de tortue qui a permis, dans une sécurité la plus importante possible, d'aller récupérer. Donc une tortue, c'est ce dispositif qui permet de protéger de petites chutes de pierre les entreprises qui sont intervenues pour aller déceler et récupérer la Vierge au pilier. Voilà, c'était une opération périlleuse qui a permis néanmoins de la sauver. Cette Vierge est désormais installée à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est la paroisse de Repli du diocèse. À partir du 26 avril, les interventions se poursuivent. L'édifice est largement mis sous filet. Voilà, je vous passe. Enfin, en tout cas, il y a une mobilisation, une espèce de fourmilière qui s'agite autour de Notre-Dame. Chacun étant animé par une sorte de passion et souhaitant mettre en œuvre ses savoir-faire. Au-dessus du vœu de Saint-Louis, célèbre sculpture située au fond du chœur à laquelle nous ne pouvons pas accéder et qu'il n'était pas envisageable de déceler, sont jetées des très grandes poutres treillis pour, en cas de chute de la voûte du chœur, éviter les dommages. Et puis s'installe au fur et à mesure, dans et autour de la cathédrale, une installation de chantier qui va permettre très progressivement, avec les services de l'archéologie, avec la brigade criminelle aussi qui mène l'enquête, d'évacuer l'ensemble des décombres qui ont pendant 4 jours été cartographiés, c'est-à-dire que des drones ont tourné quasiment jour et nuit, des ortho-images ont été faites et nous avions une vision extrêmement précise de la cathédrale au lendemain du sinistre, à partir de laquelle on a pu commencer à évacuer à la fois les bois et les pierres, chacun de ces éléments ayant une valeur évidemment scientifique, documentaire et archéologique inestimable, et à trier d'abord à proximité de la cathédrale, puis vers un lieu de repli, l'ensemble de ces décombres. Peu à peu, donc, les sols de la cathédrale réapparaissent. Une partie de l'évacuation des décombres se fait par robot, les zones, je le disais, de nef et de croisée du transept étant inaccessibles. Les conditions de pollution au plomb n'aident pas, donc c'est vrai que les protocoles d'intervention sont très lourds, les temps de travail courts, mais néanmoins la fourmilière s'attache à essayer d'avancer au plus vite. Les éléments de lapidaire, de statuaire extérieur continuent à être déposés dès lors qu'ils sont menaçants. Bon, je passe le déploiement de la base-vie. Et puis, une première inspection est faite au Louvre et puis dans les ateliers de stockage qui ont été retenus de l'ensemble des toiles évacuées. Et qui finalement ont bénéficié de la protection des chapelles dans lesquelles elles se situaient et donc qui n'étaient en aucun cas sous la charpente sinistrée. Sur le tympan sud, je vous parlais de la chute d'un voûtin sur le tympan nord. Sur le tympan sud, le dernier vestige de charpente après l'incendie était extrêmement menaçant puisque la ferme piquait dans le voûtin et c'est la raison pour laquelle, au-dessus de la fameuse Vierge au pilier, la situation était extrêmement périlleuse et donc il a fallu rapidement déposer ce vestige de charpente pour sécuriser le tympan sud. Le grand tapis de chœur de 25 mètres est lui aussi déroulé, inspecté et commence à sécher dans les locaux du Mobilier National. Voilà, et peu à peu, on commence à éclairer. Encore une fois, les seules zones accessibles sont le déambulatoire et les bas-côtés de la cathédrale. Les miracles se poursuivent, c'est-à-dire que dans l'évacuation des décombres, on retrouve 3 des 4 têtes, vous le voyez en haut à gauche, de l'oculus de la croisée du transept. Et puis peu à peu, on remonte au-dessus de l'édifice et on va prendre connaissance de la situation de l'échafaudage, quand par ailleurs se poursuivent les opérations de déménagement, de conservation de l'ensemble des trésors. Vous voyez à gauche les 2 photos de la Sainte Tunique, de la tunique de Saint-Louis. Et désormais, les opérations se poursuivent. Les gravats au sol ont totalement été évacués. Les opérations de déblaiement en cours concernent les voûtes, puisque pour commencer le diagnostic de celles-ci, il va s'agir de les approcher et surtout de les délester du poids qui pèse encore un peu
sur leur structure. C'est vrai que l'intérêt de ces voûtes, c'est qu'elles ont vraiment joué un rôle de plafond coupe-feu, et quand elles ont tenu, on constate à la faveur des premiers diagnostics qu'elles sont plutôt en bon état, l'épaisseur de plâtre qui recouvrait leur extrado ayant joué un rôle de pare-feu. L'ensemble des chimères qui, elles aussi menacées en extérieur, vont être mises sous résine et consolidées dans l'attente de leur restauration, quand elles ne pouvaient pas être déposées. Et puis, à compter du mois de septembre, une vaste opération de mise sous cintre de l'ensemble des arcs-boutants commence. Le but, étant incapable de commencer à diagnostiquer les voûtes, était, en cas de chute de toute ou partie des voûtes, d'annuler les efforts du bâtiment et d'éviter que les murs gouttereaux, sous la pression des arcs-boutants, se referment, et donc de préserver au maximum ce qu'il restait du monument. Voilà ces opérations d'installation des cintres. Vous le constatez, donc les filets servent à identifier les morceaux de voûte qui continuent de tomber. De gros morceaux sont tombés au mois de juillet et au mois d'août dans le chœur. Et donc on a une préoccupation intense à ce moment-là. Et puis parallèlement s'organisent dans une chapelle accessible, avec le concours du laboratoire de recherche des monuments historiques, les premiers essais de nettoyage et surtout de dépollution, puisque le plomb nous a beaucoup enquiquiné. Il n'était pas question de faire comme s'il n'existait pas. Et c'est vrai qu'avec le concours du LRMH, des tests ont très rapidement été menés pour voir comment, sans attendre les opérations de restauration, envisager une première intervention de nettoyage qui ne remette pas en cause les décors, qui n'altère pas les décors de la cathédrale. Alors évidemment, je refais un petit focus, mais 4 jours avant l'incendie avaient été déposés les 16 évangélistes et apôtres de la Flèche, qui sont aujourd'hui à Périgueux et dont la restauration se poursuit. Il s'agira de voir, dans le cadre de la restauration, où ils retrouvent une place. Et puis depuis le mois de décembre, une grue a été mise en place et commence l'intervention de dépose de l'échafaudage qui se fait en 2 temps. Jusqu'au 4 février, l'échafaudage en fait va être lui-même échafaudé et ceinturé pour être consolidé. Comme plus personne n'est capable d'attester sa stabilité, le but est de le ceinturer fermement. Et à partir du 4 février, les installations de dépose complexes du fait de la présence de plomb sur une partie de l'ouvrage vont commencer. Simplement vous signaler que si la Direction régionale des affaires culturelles a été très mobilisée pendant 7 mois et demi pour essayer de coordonner et de piloter ces opérations, avec évidemment le concours de tous les services du ministère de la Culture, c'est désormais depuis le 1er décembre un établissement public dédié qui a la charge du pilotage des opérations de sécurisation et de l'organisation des interventions pour la restauration de l'édifice. Cependant, la DRAC reste, conformément au Code du patrimoine, responsable de ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, c'est-à-dire de l'accompagnement de l'ensemble des procédures, des protocoles d'intervention sur le monument et de la conservation de l'ensemble des objets, hors objets immeubles par destination. Je n'ai pas parlé de l'orgue, mais du grand orgue de tribune. Mais c'est vrai que les 1400 objets restent de la compétence de la DRAC et auront vocation à retrouver leur affectation à Notre-Dame à l'issue des travaux. Aujourd'hui, le diagnostic est en cours, il va sans doute être encore long. Tant que l'échafaudage ne sera pas déposé, je pense qu'il sera difficile pour les architectes en chef de déterminer les conditions de restauration du monument. Mais évidemment, nous espérons tous pouvoir rapidement parler d'une restauration désormais et tourner la page de la sécurisation et du péril qui demeure. L'arrêté de péril n'a toujours pas été levé par la préfecture de police et il risque de demeurer jusqu'à l'été au moins. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. 5 minutes pour les questions. Le menu, je ne le connais pas, donc posez une autre question. Une question? Ah, par ici, si vous avez un micro. Je ne sais pas s'il est branché. Oui, bonjour, je m'appelle Gladys Lange. Voilà, pour me présenter sobrement, rapidement. En fait, je viens déjà d'un milieu logistique. J'ai travaillé dans l'entretien. J'ai interrompu mes études assez jeune. Après le bac, je me suis arrêtée. Là, je suis en reprise d'études en doc de droit. Voilà, en 2e année. Et j'ai aussi un diplôme de monitrice éducatrice. Voilà. Donc, je vous remercie déjà pour vos interventions.
modestement. Je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui. J'aurais aimé, suite en fait à mes études de droit, m'investir, ça fait un petit peu truc de mode, dans un DUT gestion des risques. Et je suis intéressée par la présentation, si je ne me trompe, de monsieur Thomas Mouzard, qui est le monsieur qui se trouve... Ah, c'est vous? Non. Sur le PCI Vous, après. Voilà, attendez, comme on a très peu de temps pour les questions, si vous souhaitez effectivement contacter une personne le monsieur en direct, le plus âgé. direct. Voilà, j'ai oublié, parce que vous avez tout interverti, donc ce qui fait que c'est un peu... ça m'embrouille. Samir Abdoulak. Voilà, qui parlait de la Syrie, dont j'ai aucune connaissance actuellement. Ma question, en fait, en tant que... c'est plus dans le régionalisme, c'est-à-dire que moi, je suis antillaise. J'aurais aimé savoir si le bouclier bleu s'investit dans des actions de pilotage, dans tout ce qui est sensibilisation, ce qui m'intéresserait par la suite de voir éventuellement avec vous, dans des actions donc de gestion des risques du patrimoine antillais, et littoral aussi, au niveau des plages, etc., qui sont actuellement des fois envahies par les touristes. Donc j'aurais aimé savoir les actions que mène le bouclier bleu. Je ne sais pas qui c'est qui peut me répondre. Ben, peut-être, je vous répondrai tout à l'heure. Ok, d'accord. Voilà, plus merci beaucoup particulièrement. en tout cas, et après j'irai voir éventuellement. Ok, contact direct donc. Une question en face. Alors question rapide, un verbe, sujet, complément. Je voulais savoir si, suite à l'incendie de Notre-Dame, il y avait eu au sein des DRAC et des conservateurs MH des réunions entre vous pour justement tirer alors pas tous les enseignements puisqu'on n'est pas encore à la fin, bien au contraire du chantier, mais est-ce que ça a déjà soulevé des remises en question ou des approfondissements au sein des réseaux des DRAC? Alors oui, à la fin de l'année 2019, le ministre de la Culture a déployé ce qu'il a appelé un plan cathédrale, et donc à destination de l'ensemble de ces services déconcentrés en charge des 87 cathédrales qui relèvent de l'État. Et ce plan cathédrale a vocation à rappeler l'ensemble des obligations qui sont faites aux services déconcentrés en matière de conservation, de préservation et d'affectation des cathédrales. Pour l'Île-de-France, c'est vrai que pour les 3 autres cathédrales qui nous sont affectées, on a rapidement refait un tour de piste avec les SDIS, notamment sur les plans de sauvegarde qui étaient arrêtés, l'identification des objets qu'il fallait sortir dans les premières œuvres et l'ensemble de l'état des lieux de la sécurité des cathédrales, parce que malheureusement la cathédrale Notre-Dame était la plus sécurisée de France, la seule à disposer d'un PC de sécurité, ça ne suffit pas, donc le but est sans arrêt de tenir à jour un état des lieux, de voir quelles sont les améliorations à apporter. On l'a fait en Île-de-France et je sais que les autres DRAC le font sur l'ensemble des cathédrales du territoire. Juste pour compléter, le bouclier bleu a également travaillé, notamment en décembre dernier, sur un exercice avec les pompiers du SDIS du Gers sur la cathédrale d'Auch. Donc nous travaillons aussi modestement à notre niveau sur ce genre de problématique. Je vous invite à clore cette matinée. Merci encore à tous. On se retrouve à 14h30 ici pour reprendre. Désolé, et merci. C'était le monsieur Loyal. Contraignant dans les temps, mais oui, pour avoir connu effectivement l'autre côté, c'est quand on a des merci à tous, merci aux intervenants. D'accord, très bien. Merci à vous.